tombeur va mobiliser 15 000 militaires congolais de la force publique et traverser la frontière. C'est ainsi que le 9 mai 1916, les militaires congolais vont libérer Kigali. Le 6 juin 1916, les militaires congolais libèrent Bujumbura. Et au mois de juillet, la totalité du Rwanda et du Burundi est occupée par la force publique, c'est-à-dire par les militaires congolais. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont poursuivre les Allemands en Tanzanie. Et là, il va y avoir 3 batailles importantes que la force publique, Dodoma et Mahenge. Vous avez des rues au Congo qui s'appellent Dodoma. C'est des localités en Tanzanie où la force publique, donc nos grands-parents, ont vaincu l'armée allemande. À la fin de la guerre, l'Allemagne a perdu la guerre. Et comme vous le savez, comment ça se passe? L'Allemagne a perdu la guerre, on va lui confisquer toutes ses colonies. Et les vainqueurs vont se partager les butins de guerre. La France va prendre le Togo et une partie du Cameroun. La Grande-Bretagne va prendre une partie du Cameroun. La Société des Nations, qui était l'ancêtre des Nations Unies, va accorder le Rwanda et le Burundi à la Belgique. En 1925, pour faciliter l'administration, la Belgique va annexer le Rwanda et le Burundi au Congo belge. Et ils deviennent la 7e province du Congo belge. Le Congo à l'époque a 6 provinces, Léopoldville. Actuellement, c'est Congo central, Kinshasa et Bandundu. Ça s'appelait Léopoldville. 2e province, c'est l'Équateur. 3e province, c'est la province orientale. 4e province, c'est le Kivu. 5e province, c'est le Katanga. 6e province, c'est le Kasaï. Et les Rwanda-Urundi deviennent la 7e province. À ce moment-là, on devient pratiquement un seul pays parce qu'on a le même chef d'État qui est le roi des Belges, le même gouverneur général qui habite ici à Kinshasa, la même armée, c'est la force publique qui sécurise le Congo et qui sécurise le Rwanda et le Burundi. La même monnaie, c'est la même banque centrale qui produit la monnaie pour cette entité. Donc voilà comment notre aventure commence avec le Rwanda. En 1925, le Rwanda-Urundi est annexé au Congo. En 1930, les Belges vont considérer qu'il y a trop de population au Rwanda par rapport au Kivu. Puisque c'est devenu le même pays, ils vont lancer une politique, une mission, ça s'appelle MIB, Mission Immigration Banyarwanda. Ça consiste à quoi cette mission? Aller chercher des populations. 50, les populations sont mobilisées au Rwanda et venues installer dans les Kivu, essentiellement dans les territoires de Masisi. Juste pour vous donner un exemple, en 1948, il y a eu 47 000 Rwandais qu'on a amenés cette année-là, qu'on a amenés du Rwanda, qu'on est venu installer au Congo. Donc, ces groupes-là, au Kivu aujourd'hui, on les appelle les transplantés. Les Rwandais qui ont été récupérés au Rwanda, qu'on est venu installer au Kivu. Essentiellement des Hutus, même s'il y avait quelques Tutsis. Mais la grande majorité, c'était des Hutus. Et puis, pour aller vite, là, c'est les transplantés. On arrive en 1959. Les systèmes coloniaux qui étaient en place au Rwanda, l'administration était confiée aux Tutsis, qui étaient un peu les évolués là-bas. Chez nous, on avait les évolués de toutes les tribus, mais là-bas, c'était en particulier les Tutsis qui étaient considérés comme des évolués, donc qui aidaient un peu l'administration à gérer le pays. En 1959, un parti politique qui s'appelle Parmehutu. Parmehutu, ça veut dire parti du mouvement de l'émancipation Hutu. Ce parti va faire ce qu'on appelle la révolution. Son chef s'appelle Grégoire Kayibanda. Ils vont faire une révolution, on appelle aussi la Toussaint rwandaise,
ils vont faire une révolution pour abolir, parce qu'au Rwanda, pendant toute cette époque, ils ont un roi qu'on appelle Mwami, comme Mwami ça veut dire roi en Swahili. Ils abolissent la monarchie, ils créent la république et il va y avoir des massacres. Les Tutsis ont peur puisqu'ils sont massacrés, ils vont partir en exil en 1959. Et lorsqu'ils partent en exil, ils partent dans les pays voisins. À peu près 50 000 Tutsis, 60 000, en 1959, quittent le Rwanda pour venir au Congo. Parmi eux, il y a un certain Barthélemy Bisengimana, fils de réfugié, qui vient avec ses parents. Et puis, d'autres partent en Ouganda, au Congo, en Ouganda. Et parmi les gens qui partent en Ouganda, il y a un couple qui s'appelle, le mari s'appelle Deogracias Rutangabwa et sa femme s'appelle Osteria Rutangabwa. Ils traversent la frontière pour aller en exil avec leur enfant qui a 2 ans. Les petits réfugié qui est né en 1957, en 1959, donc il a 2 ans. Ce petit garçon s'appelle Paul Kagame. Il va aller en exil en Ouganda. Il y a un autre garçon, lui là, c'est un bébé, il a quelques mois, qui va fuir aussi avec ses parents pour aller en Ouganda. Il s'appelle James Kabarebe. Donc, ces gens-là s'installent en Ouganda, les autres au Congo, les autres au Burundi et les autres en Tanzanie. On arrive à l'indépendance du Congo, 3e chapitre, avant-dernier chapitre donc. On arrive à l'indépendance du Congo. On va à la table ronde, 20 janvier 1960, 20 février 1960. La table ronde se passe bien. On décide de mettre en place des institutions, un président de la République, un gouvernement avec un premier ministre. Le premier ministre gère le gouvernement. Un parlement avec 2 chambres, Sénat, Assemblée nationale, et des provinces avec des gouverneurs des provinces et des assemblées provinciales. Un peu le système qu'on a aujourd'hui. C'est ce qu'on adopte. Ce système est adopté dans une constitution provisoire adoptée par le Parlement belge qu'on appelle la loi fondamentale. Mais on décide que les animateurs de toutes ces institutions doivent être élus, parce que le Congo, c'est un pays démocratique. Les animateurs doivent être élus. Mais il va se poser un problème. Qui a le droit de voter? La Constitution, la loi fondamentale n'a pas parlé de la nationalité. Donc la question est ignorée dans la loi fondamentale, dans notre Constitution provisoire. Et la loi électorale va dire ceci. En fait, la question se pose par rapport aux populations qui parlent le Kinyarwanda. Une petite explication à ce sujet. Au Congo, on a 3 groupes de gens qui parlent le Kinyarwanda. Vous avez les Hutus, vous avez les Tutsis, vous avez les Ntwa. Les Ntwa, c'est les Pygmées. Comme vous le savez, les premiers occupants du Congo, c'était les Pygmées. Mais à chaque fois, la population des Bantous qui est venue les dominer, leur a imposé aussi la langue. C'est comme ça que les Pygmées d'Ingende parlent le Lingala. Les Pygmées de Mambasa parlent le Swahili, les Pygmées de Rutshuru parlent le Kinyarwanda. C'est la langue des dominants. Donc vous avez ces 3 groupes, les Hutus, les Tutsis, les Ntwa. Et vous avez 3 catégories, 3 stades dans cette communauté. Vous avez les gens qui parlent le Kinyarwanda, qui étaient au Congo quand les Belges sont arrivés, qu'on appelle les autochtones. Je vous donne un exemple. Les gens qui habitaient les Rutshuru. Vous savez qu'un lieu, la désignation des lieux est faite par les autochtones. Vous n'allez jamais trouver au Bas-Congo un village qui a un nom swahili. C'est Mbanza-Ngungu, Mbanza-Lemba, et vous allez à l'Équateur, vous allez Makanza, Ingende, Bongandanga, Basankus. Vous savez que vous êtes chez les Mongo. Et vous allez au nord là-bas, vous avez Moba Imbongo, Badolite. Ça, c'est les Ngwandi. Donc, à l'est aussi, les mêmes phénomènes. Nyamulagira, Nyiragongo, Rutshuru, ce sont des noms à Kinyarwanda.
Donc, les populations qui habitent là parlent le Kinyarwanda. Donc, première catégorie, vous avez les autochtones. Deuxième catégorie, on vient de voir, on est en 1960. Les transplantés de 1930-1950. Troisième catégorie, les réfugiés de 59. Parmi ces trois catégories, qui a le droit de voter au Congo? Les Belges vont adopter une loi qui va dire ceci. Les ressortissants du Rwanda-Urundi, résidant au Congo, depuis au moins 10 ans, ont le droit de vote. Depuis au moins 10 ans, on est en 1960, donc depuis au moins 1950. Concrètement, ça veut dire quoi? Les transplantés sont devenus des Congolais. Donc, les transplantés doivent participer aux élections. C'est comme ça qu'on voit aux élections de 1960, les réfugiés de 59 ne sont pas des Congolais. Et la situation évolue, on arrive à 1964. On adopte maintenant notre propre constitution, ce qu'on appelle la constitution de Luluabourg. La constitution de Luluabourg va changer la philosophie. Et on va envoyer des émissaires à Tchombe, lui expliquer qu'on a besoin de lui au pays.
Tshombe revient ici en 1964. Il est nommé Premier ministre et Tshombe va lancer la guerre contre les rebelles. Mais Tshombe, quand il est parti, quand il a fait sa sécession, l'État indépendant du Katanga, il avait son armée, qu'on appelait la gendarmerie katangaise. Mais lorsque les casques bleus arrivent, toute cette armée-là, pratiquement les 2 tiers de la main a fui. Ils ont fui où? En Angola. Les gendarmes katangais. Et les Portugais ont récupéré ces Congolais là-bas, c'est des bons militaires. Les Portugais ont commencé à les utiliser pour faire la police en Angola. Et ils ont changé de nom. Là-bas, on les appelle les Diabos. Et Tshombe aussi, au Katanga, il avait des mercenaires. Jean Scram, Bob Denard, Mike Owara, tous ces gens-là ont fui. Après, les militaires, les gendarmes katangais reviennent au Congo. Et avec le soutien de la Belgique et surtout de la CIA, les Américains, Tshombe va reconquérir tout l'est du pays en faisant fuir les rebelles. Le 24 novembre 1964, donc au mois de novembre, Bouigné, le président de la République libre et populaire du Congo, est dépassé. On l'attaque de partout. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, allez me chercher tous les blancs que vous trouverez dans la province orientale. Il y avait des missionnaires, des enseignants qui étaient là-bas, les fermiers. On va récupérer à peu près 2000 Européens qu'on amène à Kisangani. Je vais massacrer tous ces otages-là. Et les Belges paniquent. Il dit, Bouigné est fou. Il peut mettre sa menace à exécution. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va organiser, la Belgique et les États-Unis vont organiser une opération qu'on appelle opération Dragon Rouge, qui consiste à parachuter sur Kisangani des para-belges. Et le 24 novembre 1964, une opération combinée, les para-belges et la 5e brigade mécanisée du colonel Van der Wel attaquent Kisangani et libèrent Kisangani. Mais Bouigné a quand même eu le temps de tuer 200 Européens. Mais les autres sont libérés. Donc c'est la fin de la rébellion. Bouigné, Olenga s'enfuient. Olenga, c'est le commandant en chef de la rébellion. Ils vont tous partir en exil. Donc tous les révolutionnaires partent en exil. Sauf un qui refuse de quitter le pays. Il dit, moi je continue la bagarre. Il s'appelle Laurent Kabila. Laurent Kabila va rester dans le sud Kivu, dans les montagnes. Et lorsqu'il reste là-bas, il va recevoir 2 renforts importants. Le premier renfort, c'est un parti politique rwandais qui s'appelle UNAR, Union nationale rwandaise. Le président de cette organisation, il s'appelle François Roukeba. François Roukeba est contre le pouvoir de Kayibanda, Grégoire Kayibanda, qui est au Rwanda. Il dit, moi je vais le combattre. Mais je ne suis pas assez fort pour combattre Kayibanda. Il vient voir Laurent Kabila, il dit, voilà. Et ses amis, nous venons vous aider à libérer le Congo contre le pouvoir de Tshombe et de Kasavubu. On est en 64-65. Lorsque vous allez gagner votre révolution, ça va aboutir. Vous nous aiderez aussi à aller chasser Kayibanda au Rwanda. Les accords sont signés, les documents existent. Deuxième renfort, c'est des Cubains. Au mois d'avril 1965, 100 Cubains débarquent dans les maquis de Laurent-Désiré Kabila et le chef de ces Cubains, c'est le célèbre Ernesto Che Guevara. Che Guevara arrive, il dit non, moi je viens vous donner un coup de pouce, les impérialistes veulent jouer avec les Congolais, nous devons vous aider à faire la révolution. Donc Che Guevara arrive là-bas et les Rwandais, ils sont ensemble, ils se mettent à combattre contre l'armée de Mobutu. Quelques mois plus tard, Che Guevara et les Cubains vont partir et Guevara va écrire ses mémoires sur le Congo. Il commence par cette phrase, c'est l'histoire d'un échec. Il explique comment il a échoué au Congo. Et Che Guevara va partir pour lancer des foyers. Une autre guerre en Amérique latine, en Bolivie, c'est là qu'il sera tué. Donc, Laurent-Désiré Kabila laisse dans son coin. Et c'est à ce moment-là que Mobutu fait son coup d'État. Mobutu devient président de la République. Et puis, il apprend qu'il sait, parce qu'il était le commandant de l'ANC. Comment Mobutu fait le coup d'État? Il explique au président Kasavubu, Monsieur le Président, est-ce que vous nous autorisez
à commémorer le premier anniversaire de la libération de Kisangani. C'est en Lévis. On a vu que Kisangani a été libéré le 24 novembre 1964. Mois de novembre 1965, Mobutu demande la permission. Est-ce que, Monsieur le Président, je peux appeler les officiers pour qu'on commémore ça? Kassavu dit non, il n'y a pas de problème. Mobutu fait venir tous les commandants des grandes unités ici à Kinshasa. Ils vont à Cathédrale Notre-Dame pour faire le Te Deum, la grande messe des catholiques, pour remercier Dieu de ce qu'il a fait. En réalité, Mobutu, c'était un alibi pour amener tous les commandants ici. Et c'est ce jour-là que Mobutu